un des grands constructeurs d'avions de l'histoire de l'aviation française, puisque les avions Morane-Saulnier ont été créés en 1911. Il y avait les deux frères Morane, il y avait Léon Morane notamment, et je crois Robert. Deux Havilland DH-60 Moss. Morane-Saulnier, c'est aussi des avions, le Morane Type H aussi, qui allait traverser, puisqu'on parlait de la traversée de la Manche avec le Blérios, mais le Morane Type H, lui, Morane-Saulnier Type H, avait traversé en 1913 la Manche. Du côté, enfin pas la Manche, pardon, la Méditerranée, entre Fréjus et puis Tunis, là-bas, en Tunisie. C'est aussi des avions, le Morane-Saulnier AI par exemple, qui allait équiper certaines escadrilles françaises pendant la Première Guerre mondiale. Et puis c'est surtout, on les connaît bien, au cercle des machines volantes, les avions d'entraînement typiques des années 30, comme le Morane-Saulnier 181. On peut voir dans les collections du cercle des machines volantes, mais également le Morane-Saulnier 230 et tous ces avions d'entraînement typiques des années le Steigerwing. Merci. Pour ce renseignement, le Steigerwing qui arrive en vol, il arrive par la droite, du 17 Steigerwing. Donc tous ces avions des années 30, des avions d'entraînement, il y aura le Morane-Saulnier 315 aussi, et puis il y aura aussi le chasseur, regardez, le magnifique Morane Moss, avec Eric, avec son casque rouge, avec sa combinaison blanche comme à l'époque. Et Morane-Saulnier, ça sera aussi les chasseurs Morane-Saulnier 406 pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis pour la bataille de France, et puis juste après la Seconde Guerre mondiale. Les derniers avions produits par Morane-Saulnier, ce sera le Morane-Saulnier Rallye, qui sera, après le dépôt de bilan de la société Morane-Saulnier, repris par les usines Potez, et puis par ensuite la Socata, et Socata qui aujourd'hui s'appelle Daher et qui est toujours établie du côté de... Voilà, c'est un meeting bon enfant ici. Il y a beaucoup de monde qui passe sur le terrain, et notamment pas mal de copains, des anciens collègues de travail, et puis également d'anciens copains qui travaillent à la tour de contrôle, une des tours de contrôle de Charles de Gaulle, et qui aujourd'hui sont contrôleurs à Beauvais, avec le stand, les deux stands d'ailleurs, comme on dit en avril 1889 du côté de Molenbeek, près de Bruxelles, qui devint Jean Stamp vers 1919 le pilote personnel du roi Albert Ier, puisque les Belges ont un roi à la tête de l'État, on va dire ça comme ça, même si c'est le Premier ministre qui gouverne. Et Jean Stamp qui avait passé son brevet de piation militaire, donc il a été affecté dans une unité de reconnaissance, et puis il a notamment, Jean Stamp, volé sur Spad 13. Et puis d'ailleurs abattu, son petit surnom c'était les As on va dire, de l'armée belge pendant la Première Guerre mondiale, le passage rapide du fameux Stamp, et puis le roi Albert Ier aussi, qui poussèrent la construction. Donc il s'est lancé, Jean Stamp, au cours des années 20 dans la construction d'avions, notamment du côté d'Anvers, et notamment avec Alfred Renard, et puis il recruta par la suite aussi l'ingénieur Ivanov, spécialiste des vibrations, et puis également le fils de Jean Stamp. Stamp décrocha d'ailleurs à l'époque des contrats d'exclusivité pour la construction sous licence d'avions de Havilland, comme le de Havilland Moss qu'on a vu voler tout à l'heure avec Eric Pidon, et puis également, on a parlé tout à l'heure d'aviation populaire avec le Front populaire en 1936 avec
la réserve de pilotes qu'on voulait créer dans les sections d'aviation populaire, mais on avait besoin aussi de futurs pilotes. On voyait peut-être pas trop un deuxième conflit mondial, mais on a petit à petit, on a Michel Berlin aussi qui était un des pilotes qui lui était un des piliers, on va dire, de l'ancêtre du CEFA, qu'on appelle aujourd'hui l'École nationale d'aviation civile. Et puis il y avait tous ces meetings d'acrobatie aussi. Voilà, donc voilà Frédéric Collineau qui arrive au parking avec le stamp de couleur grise et verte. Gonzague, lui, il a dû aussi se garer là-bas, il est avec son chapeau. Non, pas, oui, il va mettre son chapeau de cobaye dans quelques minutes. Et puis du stamp, le stamp, eh bien, il y a des gens qu'on volé dessus et qui sont présents ici sur le terrain. Je parlais tout à l'heure de Michel Bondin-Seignette qui est ici, qui fait partie de l'Association française des femmes pilotes et qui, il n'y a pas très longtemps, a écrit un livre bien, sur toute l'histoire, en fait, toute son histoire, quelque part, qui parle du pilotage notamment des stands dans les aéroclubs et notamment du côté de Saint-Cyr, puisque Saint-Cyr-l'École, il y a toujours un très bel aérodrome et Michel Bondin-Seignette faisait partie d'un de ces aéroclubs et elle a fait pas mal de vols en stand, notamment de la voltige à l'époque, et puis elle a participé aussi à des rallyes aériens notamment, et elle a volé aussi bien sûr sur l'avion que nous avons aussi en face de nous, le fameux Piper Cub, bien connu des amateurs d'aviation. Et qui, ce Piper Cub, celui-là fait partie de cette sympathique association qui est du côté du Plessis-Belleville, dont le président est Stéphane Duchemin. Cette association s'appelle la Commémorative Air Force French Wings, une branche française de la Commémorative Air Force, qui est une association en fait d'origine américaine et qui regroupe énormément d'avions de collection à travers tous les États-Unis. Et puis il y a quelques années, eh bien, quelques personnes ont décidé de créer une branche française. Et la particularité des gens qui sont membres de cette association, eh bien, ont tous le titre de colonel, tout simplement. Voilà, donc petit Piper Cub qui revient par la droite et qui est un avion qui a une histoire qui remonte aux années 30, un petit peu comme le Stamp, qui avait été... son histoire elle commence avec les frères Taylor qui avaient monté une société aussi, la Taylor Rosier Craft Manufacture Company dans les années 20, avec un petit monoplan qui s'avait créé avec un petit moteur. Un petit moteur Anzani. Le moteur Anzani, c'était le moteur créé par M. Anzani. C'était un moteur de 3 cylindres qui avait permis à Louis Biao de traverser la Manche. Et puis par la suite, Anzani a développé d'autres moteurs avec des puissances plus élevées. Et donc les frères Taylor avaient créé un avion avec un petit moteur Anzani qui prend les cheveux, qui se déplace pour appeler le Chumi. Et ça a été le début, on va dire, de l'histoire du Piper Cub qui, comment dire, entre Clarence et Taylor, allait faire être le premier succès, on va dire, de la société Piper, qui existe toujours d'ailleurs, parce que c'est une société qui fait toujours des avions aux États-Unis. Voilà un petit passage basse vitesse
c'est aussi un avion d'observation Piper Cub. Le pilote est placé à l'arrière pour des raisons de centrage, en tout cas sur cette version qui est équipée d'un petit moteur de 65 chevaux. C'est un régal à piloter. C'est vraiment une plateforme d'observation très agréable, ça ne vole pas très vite. Hein. Ce petit moteur de 65 chevaux. Voilà. Eric Pinon aussi qui est avec des battements d'ailes. La société Piper, on va dire, Piper Aircraft Company, eh bien, est réellement créée en novembre 1937. Et comme je vous l'ai dit, Walter Jamono, eh bien, son ingénieur en chef développe d'abord le J2 et puis par la suite le futur J3 qui a beaucoup de points communs avec cet avion, avec son prédécesseur, puisque son fuselage est construit en tube d'un acier plus résistant et est équipé surtout d'un moteur plus puissant. Et qui avait effectué ses premiers vols à 19 ans en 1911 et qui avait fait ses classes dans l'aéronautique militaire et qu'il avait été aussi à l'école Blériot à Étampes et il avait comment dire, eh bien, créé ses premiers avions puisqu'il avait travaillé aussi à Toulouse. Été produit comme SIPA S10, SIPA 12 et SIPA 11 pour équiper l'armée de l'air française. Donc un petit passage rapide, on va dire, en tout cas en configuration d'atterrissage avec les volets sortis. Vous voyez que c'est un avion qui est tout petit, hein, il a un fuselage assez court, il a une gouverne de direction qui est assez grande quand même, mais il a surtout un train d'atterrissage assez, comment dire, étroit. Ce qui, eh bien à l'époque, provoquait quelques petits problèmes, parce que lorsque vous posez avec du vent de travers, aujourd'hui le vent est dans l'axe, mais quand il y a du vent de travers, il y a quelques actions à effectuer, notamment, etc. Donc on pose l'avion sur une roue. On comprend les effets du vent et ben parfois quand vous avez la vitesse qui diminue, une fois que vous êtes posé, l'efficacité des commandes de vol sont un peu moins efficaces, c'est ce que je veux dire. Là c'est le passage rapide. Tout à l'heure c'était le passage en configuration d'atterrissage et maintenant c'est le passage rapide. On va voir que ça marche un petit peu. C'est la bouillante de profondeur. Extrêmement sensible. Lorsque vos commandes, eh bien, sont toutes très efficaces, la vitesse qu'il a délivrée, eh bien, votre avion, des fois, il peut embarquer. Ensuite, il y a quelques incidents, comme je les ai évoqués précédemment, il y a une partie de SIPA 901 fut interdit de vol par une circulaire, et puis ils reprirent la route du ciel à partir de 1952, à partir du moment où bien, certaines modifications furent effectuées. Dans ces quelques exemplaires en France, celui que vous avez actuellement en vol, c'est le numéro 99, qui était son immatriculation avant, c'était Fox Bravo Golf Octavie Yankee pour les initiés. Et il a été livré en 1953, cet avion, à l'aéroclub de la Haute-Marne, à Chaumont, Sévigné. Et il a fait quasiment toute sa carrière là-bas, à Chaumont. Et puis ensuite, il a été, je crois, à Strasbourg. Et puis, il a été récupéré par des collectionneurs, notamment par les Ailes de France, du côté de Lunéville. Et là, il a été transformé en avion de collection, puisque pendant un moment, il a eu une immatriculation d'avion de collection, et aujourd'hui, il a retrouvé son immatriculation de l'époque. Et l'avion, après être passé à Lunéville, est passé du côté de Valence et également à Saint-Rambert d'Albon, dans les collections d'Aéro Rétro.
Et il a été la propriété de Philippe Charoin pendant de nombreuses années. Philippe Charoin qu'on connaît bien dans le milieu des meetings, et puisqu'il a été un des piliers d'Aéro Rétro. Et aujourd'hui, Philippe Charoin vole aussi sur les avions d'Aéro Vintage Academy, les avions de Baptiste Salis. Et il est pilote aujourd'hui d'Embraer 190 et d'Embraer 170 au sein de la compagnie aérienne Hop, qui mais lui il est basé, Philippe Charoin, du côté de Charles de Gaulle, où chaque jour il fait des vols pour Air France, tout simplement, puisque Hop, ce n'est pas que des vols internes à la France, mais c'est aussi des vols vers l'Europe, des vols sous numéro de vol Air France, effectués donc pour Air France à partir notamment du terminal 2G, qui est un des terminaux de l'aéroport, bien volé sur ces avions. Et donc il a amené avec lui dans ses bagages Juan Pablo, qui est parmi nous, et qui est certainement le spectateur aujourd'hui qui est venu, qui est devenu le plus loin, ici sur la plateforme de Compiègne. Donc on salue notre ami Juan Pablo, notre ami colombien. Apparemment, les gens demandaient ce qu'on mettait comme carburant dans ce type d'avion. Alors, c'est pas du kérosène qu'on met dans ce type d'avion, parce que le kérosène, c'est réservé aux avions à réacteur, comme les ATR-42 ou 72 qui équipent la compagnie aérienne Hop. Un turbopropulseur, en gros, c'est un réacteur muni d'un arbre de transmission. Alors les petits SIPA 903, il y en a très peu qui volent. Eric Pinon est le propriétaire de 2 appareils, il nous en a amené un aujourd'hui. Il aurait dû venir avec le deuxième, mais à cause de la météo, ça n'a pas été possible. Le deuxième qui était auparavant basé en Suisse et qu'il a fait réimmatriculer en France, et qui, je crois, est le numéro de série 76. Donc il est le propriétaire de ces avions. Il me disait aussi qu'il aimerait bien peut-être un jour récupérer le seul SIPA 1000 coccinelle qui vole à travers le monde, puisque ce SIPA 1000 coccinelle vole en Argentine actuellement. Ils sont propriétaires décédés il y a 2-3 ans. Et il aimerait bien éventuellement, parce que lui en Amérique du Sud, essayer de récupérer cet avion qui fait partie aussi du patrimoine aéronautique. C'est pour ça que vous avez mis c'est pour ça qu'il a mis quelque chose. Qui est un son un peu plus puissant maintenant. Le Bucker 133 Jungmeister de Benoît Dierix, qui est lui aussi pilote de ligne, puisqu'il est pilote de ligne chez TUI, la branche belge de TUI, donc il passe au-dessus de la France régulièrement avec son Boeing 737. Et aujourd'hui, je crois qu'il est arrivé hier, Mathieu dit, en fin de soirée. Donc il avait pris le bon créneau pour venir ici jusqu'à Compiègne. Et il nous est venu de Namur, je crois, parce qu'il disait qu'il était basé de Namur, pas très loin de Bruxelles. Donc au quotidien, il pilote des Boeing 737, il est commandant de bord, c'est-à-dire qu'il occupe la place gauche d'un avion de ligne, il a 4 galons, et là il est en train de tester le plafond pour voir s'il va pouvoir faire des évolutions verticales. Apparemment ça a l'air d'être sur le ventre et sur le dos de dos rouges. Demi-tonneau. Le Jungmeister immatriculé, vous l'avez vu, en Pologne, qui est une réplique construite par Janusz Karczewicz, qui est un Polonais, entre 1998 et 2006, date de la fin de sa conception. D'après les plans originaux de la société Bucker, cette version du Bucker 133 est équipée d'un moteur tchèque, un moteur LOM. Alors on entend toujours les spectateurs. Oui, c'est la fameuse grille qu'on appelait la feuille morte à l'époque.
200 chevaux sous le capot, 6 cylindres en ligne, à l'instar du prototype du Baker Master qui était lui équipé d'un moteur également 6 cylindres, mais un moteur allemand, un moteur Hirsch HM506, puisque c'est un avion de conception allemande. Voilà, on va tester vraiment la verticale pour le petit renversement maintenant. Voilà, visiblement, il y a du plafond maintenant, renversement par la droite. Alors pour des raisons de fiabilité technique et de production, le moteur radial Siemens qui a équipé un grand nombre de Bucher 133 Youngman, le HM14 a été choisi par la suite pour équiper le Bucher Youngmaster. On va revenir un petit peu dans l'histoire de cet avion qui est tiré en fait du Bucher 131 Youngman, qui est la version on va dire biplace qui avait été développé par Karl Clemens Bucher qui c'était on va dire qui était parti en Suède à l'époque parce qu'au sortir de la Première Guerre mondiale et notamment à partir de 1919 avec le traité de Versailles, les Allemands ont eu beaucoup comment dire, avaient déjà plus l'autorisation d'avoir une armée, puis il y a eu beaucoup de restrictions qui ont été émises lors de ce traité de Versailles. Et donc, certains constructeurs ont été obligés d'émigrer à l'étranger, ce qui explique que Karl Clemens Bucher s'est retrouvé en Suède. Et s'est entouré d'ingénieurs, bien sûr, pour produire ces avions allemands, pour former de nouveau les futurs pilotes allemands. Parce que là, il faisait beaucoup de planeurs. Les Allemands sont toujours maîtres dans la pratique du vol à voile. La pratique du vol à voile, c'est le vol en planeur. Et donc, on avait lancé, si on peut appeler un appel d'offres, Göring avait lancé un appel d'offres qui était le chargé de mer là-bas en Allemagne pour un nouveau biplan biplace. Et Karl Clemens Bucher a répondu avec le fameux. Par la suite, à partir de ce biplace, on développait le Bucher Groupmeister, la version monoplace un petit peu plus puissant, équipé de ce moteur en ligne pour le prototype et qui sera équipé d'un moteur en étoile, un moteur Siemens, comme on dit sur le Japon, extrêmement rare, petit renversement. Ouais, il y a quand même du plafond, petit déclencheur descente. On a un petit peu de vent maintenant, les feuilles s'envolent, les feuilles de la direction des vols s'envolent. Alors on développe ce monoplace destiné à la pratique de l'acrobatie aérienne, une aventure risquée à l'époque car pas de commande militaire. On n'a pas conscience encore de l'utilité d'un tel avion, surtout les pilotes de meeting aérien qui voulaient ce type d'appareil, notamment les pilotes allemands. De ce fait, l'opération se fait dans la plupart des cas par sortie d'un unique prototype. Avec le Bucher 133, Karl Clemens Bucher et Anders Andersen eurent le mérite d'éviter ces pièges techniques. On a la chance de voir cet avion produit en série. Selon Bucher, le Bucher 133 fut utilisé d'ailleurs dans 18 pays. On estime à 1000 exemplaires la production du Bucher 133 Youngmaster dans les usines de Johannesburg et 200 produits environ sous licence. Chercheur d'ailleurs de 200 petits réalistes qu'à les Suisses produisirent 50 exemplaires et il y en a eu à peu près 25 exemplaires qui ont été construits en Espagne. Alors pour faire un monoplace, il fallu à l'entreprise de cœur il fallait recalculer enfin la structure. D'autant le Youngmaster est une structure plus robuste permettant l'exécution en toute sécurité n'importe quelle figure acrobatique de l'époque. Par exemple, le pilote qui est en train de nous effectuer notre ami Benoît Dirix.
puis on devait en faire aussi un avion plus léger, puisqu'il était 30 à 70 kg plus léger. 30% des éléments avec petit battement d'aile, vous voyez, c'est extrêmement nerveux comme avion. Et le premier vol d'un Victoria Master avec donc le moteur en ligne, fut effectué en 1935. Il a versé le vers de 140 chevaux et c'est le Bucher 133C qui fut retenu pour la série avec donc le moteur en étoile, le Siemens SH14A, produit par Bramo. C'était une société allemande, établie du côté de Berlin, en Spandau. Et aussi nos amis d'Abil, Jean-Philippe Chivot. Nous en jouons aussi avec le Mi-17 Steigerwind il y a quelques minutes maintenant, puisque là aussi, comme je l'ai expliqué pour nos amis d'Amiens, la navigation aujourd'hui n'a pas été facile, avec la nébulosité, avec le plafond notamment. Les autres quand même réussi à venir. Avec le Jungmeister Eclipsa, le Focke-Wulf 44 Stieglitz, donc un exemplaire est en vol présent en France avec celui basé à confiance de prévenir sur les meeting derrière. Le Focke-Wulf 44, fabriqué à partir de 1932 et dessiné par Turpan, qui allait gagner les Jeux Olympiques en 1936. C'était la seule fois où il y a eu la voltige aérienne, qu'on appelait l'acrobatie aérienne aux Jeux Olympiques, et bien c'était en 1936, le concours international d'acrobatie aux 10e Jeux Olympiques de Berlin. C'était d'ailleurs Otto von Agenburg sur Focke-Wulf 44 qui gagna donc ce trophée, si on peut dire, en ces Jeux Olympiques. Et après l'épreuve des Jeux Olympiques, il y avait un seul pilote, donc Otto von Agenburg, changea de monture et effectua de très spectaculaires passages sur le dos sur son Bucher 133. Un autre pilote célèbre de Bucher 133, c'est Alex Papada, qui était roumain et qui se fit également remarquer, notamment sur le terrain de Rangsdorf. Une des spécialités d'Alexandre Papada, c'était d'aller chercher un mouchoir, le mouchoir. C'était un petit peu les exercices qu'on effectuait à cette époque. En 1937 aussi, il y a eu des Bucher 133 et Jungmeister qui ont participé au fameux meeting de Zurich, à Dubendorf. Les Allemands avaient envoyé la grosse cavalerie, notamment avec le certif PF-109. Et en avril 1938, le 24 avril, il y a eu aussi le meeting de Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne, mis sur pied par la société Air Propagande. Et il y a eu 2 concours de voltige. Le Salon de Provence, où la patrouille de France d'ailleurs est basée.